Bonjour chers observateurs, je me présente, Pagnès Grégory, professeur des arts appliqués au lycée André Malraux à Montataire. Durant ces dernières années de formation, j'ai eu comme constat que le plus difficile est d'intéresser, capter et motiver nos élèves. Car, une fois accrochés, les élèves sont beaucoup plus curieux et performants. Et c'est ça que nous voulons pour nos élèves, les faire progresser. Mais comment ? Qu'est-ce qui nous capte et nous hypnotise tous les jours? Vers quoi allons-nous spontanément quand nous sommes intéressés par quelque chose? Qu'est-ce qui intéresse nos élèves? Où passent-ils leur temps? Vous l'avez donc deviné, nous allons parler de Facebook, YouTube et les jeux vidéo. Bref, le monde du multimédia. C'est pourquoi nous allons voir en quoi l'utilisation du multimédia dans nos méthodes d'enseignement aide à favoriser l'apprentissage et les échanges. Nous allons commencer par parler de la vidéo, un moyen de capter nos élèves et de les fidéliser à une progression autonome. Puis nous allons essayer d'utiliser les réseaux sociaux pour consolider les liens des membres de l'établissement. Et pour finir, quels codes les jeux vidéo nous ont donnés pour aider nos élèves à comprendre leur enseignement et leur prendre conscience de leurs capacités. Cette vidéo a pour but de vous montrer mes constats et tests sur tous ces points. Je suis encore en cours de formation et maintenant que vous êtes avertis, voici mes premières remarques. La vidéo, c'est magique. Quand un prof parle, les élèves chuchotent entre eux. Alors que quand une vidéo tourne, c'est les élèves qui se disent chut pour pouvoir écouter. En préparant ma rentrée, je me suis dit que la première chose à faire serait d'expliquer ma discipline. Bah oui, les arts appliqués c'est quoi? J'ai donc préparé une petite vidéo qui expliquait bien la différence entre les arts plastiques, discipline connue de tous, et les arts appliqués, discipline inconnue de tous. Pour commencer, il faut savoir... Monsieur, les arts appliqués, c'est un peu comme les arts plastiques. Enfin c'est pareil même, on fait du coloriage, puis voilà. Non. Écoute, tu es maintenant au lycée, le coloriage c'est terminé, sauf si tu comptes retourner en primaire. Mais ta remarque est pertinente. Elle me permet de commencer par un point important. La différence entre les arts plastiques et les arts appliqués. Les arts plastiques. Tout le monde connaît les arts plastiques. Peinture, sculpture, gravure. C'est une discipline enseignée dès le collège. Cette discipline est centrée sur un artiste qui travaille autour de son inspiration pour créer une œuvre unique, appelée œuvre d'art. Alors que en art appliqué, mais attendez, art appliqué à quoi? En général, dans les livres, on trouve art appliqué au quotidien, art appliqué à un métier. Car dans tout métier, il y a une part d'art. Mais il faut savoir qu'ici, on ne parle plus d'artiste. On parle de concepteur, on parle de designer, ou encore de créateurs. Les projets réalisés sont voués à une commercialisation de masse. Ce n'est plus une œuvre unique, ce n'est plus de l'art. Après avoir répondu aux quelques questions, je propose un jeu afin de discrètement vérifier s'ils ont bien écouté et compris la vidéo. Je donne une image par élève, ils doivent me dire dans quelle case on le range tout en argumentant leurs propos et bien sûr, dans les images, il y a des faux amis, ce qui nous permet de commencer dès le premier cours de l'année avec quelques compétences du programme. Les arguments sont justifiés, les bases du vocabulaire spécifique sont maîtrisées, une comparaison est établie entre différentes productions, l'exposé oral est construit et clairement énoncé, les différentes caractéristiques des œuvres et des produits sont observées, identifiées et analysées. Bon, voilà, grâce à cette vidéo, ils savent quelle est ma discipline, ils l'ont compris. Mais maintenant, ils se posent tous la même question. La question qu'un prof entend 10 fois par jour. À quoi ça va me servir, monsieur? Je l'avais bien prévu et boum, la vidéo est prête. Les élèves sont invités à voir cette vidéo pour la semaine prochaine. Ah mais c'est... Monsieur? Bah, Paul-Édouard, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en vacances. Vous m'avez pas répondu à la question. De quelle question tu parles, Paul-Édouard? Bah ça sert à quoi les arts appliqués? Ah, à quoi servent les arts appliqués? Bon écoute, Paul-Édouard, prends cette caméra, suis-moi et je vais t'expliquer à quoi servent les arts appliqués. Faisons un petit constat. Les élèves savent ce qu'on va faire et savent à quoi ça va leur servir. C'est parti, on peut commencer l'année avec un minimum de motivation. Lors de ma première séquence sur l'hybridation, la partie cours et connaissance des documents a été faite en vidéo.
Comme Nora nous l'a dit à l'instant, beaucoup d'artistes ont travaillé sur l'hybridation. Allons voir quelques exemples. La sirène inversée de Magritte, les minotaures de Pablo Picasso et de nombreuses sculptures qui nous amènent à réfléchir sur notre quotidien. Parfois, nous dérangent, voire nous mettent mal à l'aise. L'hybridation est avant tout un mélange de deux identités pour n'en faire plus qu'une. C'est donc le mélange de deux symboles pour apporter quelque chose de nouveau. Cette vidéo en extérieur permet aux élèves de sortir de l'école l'espace de quelques minutes. Avantage numéro 1, la vidéo dispose de plein d'avantages pour une séquence. Pour commencer, si je vous dis le mot hybridation, à quoi pensez-vous en premier ? Vous voyez où je veux en venir? Je peux mettre pause au moment où je le veux, afin de permettre aux élèves de compléter les phrases de la vidéo ou une question. Monsieur, Paul-Édouard ? moi je pense la voiture hybride. Très bien. La voiture hybride, en effet, mais pourquoi s'appelle-t-elle hybride ? Ah, parce qu'elle roule avec de l'essence et puis de l'électricité. Exactement. La voiture hybride utilise essentiellement de l'électricité. Mais quand cette énergie n'est plus suffisante ou plus assez puissante, l'essence prend le relais. C'est donc une voiture qui utilise l'avantage de ces deux énergies, afin de faire des économies, de l'écologie, mais aussi de garder toute la puissance d'une automobile classique. Avantage numéro 2. Au lycée, nous avons clairement un problème d'absentéisme. Ils peuvent voir ou revoir la vidéo quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Un moyen rapide et autonome de rattraper son retard. La différenciation. Lors du temps de travail individuel, les élèves peuvent revoir à leur rythme la vidéo, pendant que moi j'explique à d'autres élèves en plus grande difficulté. Avantage numéro 4. Cela permet, il faut l'avouer, de se reposer quand on nous pose toujours les mêmes questions. Regarde la vidéo, c'est dit dedans. Et surtout aussi de n'oublier aucune partie ou point essentiel du cours. Avantage numéro 5. La vidéo me permet de me dédoubler pour chaque élève, donc de favoriser les élèves à rechercher par eux-mêmes les informations, donc de les rendre plus autonomes. Mais du coup la vidéo c'est le pied, chaque élève sur son smartphone, le prof fait l'appel et puis il a fini son travail pour la journée. Donc l'avenir de l'école c'est juste des cours vidéo. Non! La vidéo a ses limites, chaque élève est différent. Quand la vidéo va tailler les plus gros morceaux, le prof doit quand même faire les finitions. La relation humaine et la pédagogie adaptée est indispensable. Seul le prof peut agir sur l'instant et s'adapter aux questions du moment. Dernier point sur la vidéo, avec une chaîne YouTube, cela permet de pouvoir poster des vidéos supplémentaires à l'ouverture culturelle dans les arts plastiques ou le cinéma, ou tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en cours qui serait pourtant très intéressant pour eux. Voilà ce que j'ai pu expérimenter. Oui, je m'y suis pris au jeu. Dès que je vais au cinéma, je leur fais une petite critique du film afin de les aider à analyser ce qu'ils voient. Ici MRP pour le 6e épisode de 100 ciné. Faire la critique cinéma d'un film sur 10 critères en 100 secondes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Split, sorti le 22 février 2017. Oui, je m'y suis pris au jeu. Et c'est pas prêt de s'arrêter car j'ai un super retour avec les élèves. Je suis désolé de le dire, mais à mes yeux, l'ENT ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas comme il devrait. Je m'attendais à beaucoup plus d'échanges avec les élèves, les profs ou même les parents. C'est pourquoi j'ai décidé de créer la page Pagnaise Academy. Pourquoi Facebook? Parce que c'est le réseau social le plus utilisé du monde. Mais il y a quoi dans cette page Facebook? Tous les travaux des élèves, à condition d'avoir l'autorisation parentale qui me protège et m'engage à ne jamais mettre le nom d'un élève sur cette page. On y trouve également certains cours, documents téléchargeables et vidéos. Mais aussi des actus sur la culture des arts plastiques ou les arts appliqués, expositions ou autres. Cette page a pour objectif de garder une trace de tout ce travail et de le montrer à toutes les personnes concernées. Collègues, parents, élèves, curieux, mais aussi de favoriser les échanges et d'être transparent sur mon travail. J'ai également créé une page Facebook Profs d'art appliqué France afin de réunir tous les profs d'art appliqué de la France et de partager notre travail. Maintenant, je vais vous parler de mes constats. Ça fonctionne, mais pas autant que je ne l'aurais espéré. Je pense que c'est surtout dû au fait que je n'ai commencé qu'au milieu d'année. Les élèves se sont pris au jeu, ils ont liké, commenté et partagé. Je pense vraiment continuer ces pages Facebook parce que j'ai beaucoup plus d'échanges sur celle-ci que sur l'ENT. Le monde du jeu vidéo a créé des outils incroyables pour l'école. Ils sont là sous nos yeux depuis des dizaines d'années et on ne les utilise pas. Au début de cette année, j'ai rendu visite à mon cousin qui était allé à l'école 42, une école d'informatique gratuite à Paris, pour former l'élite de l'informaticien de demain. Cette école est surprenante. Il n'y a pas de prof, pas de sonnerie, pas d'horaire, pas de conseil de classe. Juste du travail pur, évaluation sur évaluation. Mais comment ils font? Après avoir passé plusieurs jours et interrogé plusieurs élèves, j'ai pu comprendre certaines choses. Avant de vous expliquer toutes les choses incroyables de cette école et de quoi nous devons nous en inspirer, je vais essayer de vous recadrer la situation. Nous sommes professeurs en lycée alors que cette école est une école post-bac. Nous amenons les élèves au bac alors que l'école 42 ne donne pas de diplôme, seulement des compétences. Nous avons des horaires fixés et imposés. 42 est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Dans nos lycées, le professeur est là pour amener les élèves à progresser et obtenir son bac, alors qu'à l'école 42, les élèves avancent en groupe et seuls dans une progression programmée et automatisée. Au lycée, le professeur vérifie que les élèves aient les compétences requises par les évaluations. À l'école 42, les élèves se coévaluent. Soit ils ont 100% juste, soit ils ont 0. En ce cas, ils recommencent jusqu'à réussir. Donc, comme vous pouvez le voir par ces constats, le public est assez différent du nôtre. Voilà ce que j'ai trouvé extrêmement enrichissant. Les élèves savent ce qu'ils apprennent, savent à quoi ça va leur servir et savent ce qu'ils sont capables de faire ou non. Grâce à quoi? Grâce à un arbre de compétences, comme dans les jeux vidéo. Comme dans un jeu vidéo, on obtient des nouvelles compétences au fur et à mesure de son avancée. À tout moment, on sait ce qu'on sait, ce qu'on est capable de faire ou non. Ce qui augmente énormément la confiance en soi, pour ne plus entendre des phrases comme « Mais monsieur, je suis trop nul, c'est trop dur pour moi ». Je travaille actuellement sur une progression en 3 ans, seconde, première et terminale, avec ce même système en préparant chaque séquence. L'élève, à l'aide des compétences du programme et de cette méthode, sera en permanence conscient de ses capacités. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc si quelqu'un de l'ENT écoute ce que je dis, l'ENT est l'endroit parfait pour instaurer ça. Une sorte de CV des compétences. L'élève connaîtra ses points forts et ses points faibles en un coup d'œil. Et pour trouver un stage, ce sera beaucoup plus simple de montrer ce qu'il sait faire. Je vous laisse ça comme ça. Je compte sur vous. Une dernière chose avant de partir. Des Canadiens ont créé un jeu vidéo pour l'école. Chaque élève choisit une classe, guerrier, mage, guérisseur. Il y a aussi des personnages pour les professeurs et les parents d'élèves. Les élèves progressent par niveau sous la direction du professeur. Ils peuvent perdre des points de vie s'ils sont en retard, ou avoir des aptitudes particulières, ou encore des aides lors de certains contrôles. Lors d'un contrôle, le professeur prépare une quête, mission, scénarisée avec plusieurs monstres. Les monstres correspondent à des questions que l'élève doit battre, combattre. Plus l'élève échoue, plus le jeu l'aide. Car même s'il ne réussit pas la mission, le jeu lui explique ce qu'il aurait dû savoir. Bref, tout ça pour vous dire que c'est super fun et beaucoup moins ennuyant qu'un prof qui récite son cours. C'est quelque chose que j'aimerais tester une fois ou deux, mais pour le moment c'est un peu utopique. Un iPad ou un ordi par élève? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, elle a été réalisée pour l'oral de mon master, elle est donc décernée à un public lié au monde de l'enseignement, mais je prépare prochainement une vidéo sur YouTube à l'école et l'école dans YouTube, pour une future conférence que j'aimerais proposer à de nombreuses conventions. Pour cette fois parler à un public plus jeune et plus youtubesque. Ne le prenez pas mal. Allez, ciao, c'était MRP pour vous servir.